Sénatrice Batters, honorable sénateur, c'est avec le cœur lourd que je parle du projet de loi C7, le projet de loi pour élargir l'aide médicale à mourir. Il y a moins de 5 ans, nous étions tous dans cette chambre pour débattre du projet de loi C14, le projet de loi qui instaurait l'aide médicale à mourir. Il est alarmant de voir à quel point le gouvernement Trudeau a démantelé les mesures de sauvegarde pour les personnes accédant à l'aide médicale à mourir. Ce projet de loi permettait aux gens approchant la fin de leur vie de précipiter leur décès. Aujourd'hui, nous discutons de l'élargissement de ce régime pour inclure l'accès aux Canadiens pour lesquels la mort n'est pas raisonnablement prévisible, donc les gens dont la mort naturelle n'est pas raisonnablement anticipée. Les amendements proposés en cette Chambre ont élargi le projet de loi pour inclure les personnes souffrant de maladies mentales et pour prendre des directives anticipées. Les implications profondes sont tragiques, je crois. Nous sommes censés être une chambre de réflexion, mais je crains que nous n'ayons mis en marche un train en dérive et que les conséquences seront désastreuses. En vertu de la clause de fin, pour les 10 prochains mois, alors que le gouvernement est censé se préparer à autoriser le suicide assisté pour les personnes atteintes de maladies mentales, regardez ce qui se passe dans le monde. La pandémie fait rage, notre système de soins croule sous la pression, les personnes handicapées sont confrontées à un protocole de triage COVID-19 qui place leur vie au bas de la liste dans une compétition pour des ressources rares. Nous avons une pandémie fantôme où l'anxiété, le suicide et l'abus de substances sont en augmentation. Pourtant, il semble que le gouvernement Trudeau va continuer à avancer à toute vapeur ce changement énorme et peu judicieux au cours des 18 prochains mois plutôt, pendant qu'une pandémie mondiale. Ne devrions pas nous concentrer sur le sauvetage de la vie des Canadiens au lieu d'en aider tant d'autres à mourir? Nous ne suivrons pas les directives de la Cour suprême dans l'arrêt Carter. Dans l'arrêt Carter, cette Cour a déclaré la portée de cette déclaration est destinée à répondre aux circonstances factuelles de cette affaire. Nous ne prononçons pas sur d'autres situations où une mort assistée par un médecin peut être demandée. La mort étant raisonnablement prévisible pour les plaignants dans l'affaire Carter, de sorte que l'affaire ne nous dit rien sur la constitutionnalité du projet C7 qui nous demande de tendre l'aide médicale à mourir au-delà de l'assouplissement des personnes dans une mort moins douloureuse pour offrir la mort comme réponse à une vie douloureuse. Il ne fait guère doute que le projet de loi C7 sera annulé par les tribunaux canadiens car il viole les droits des personnes handicapées garantis par la Charte. L'analyse de l'égalité de ce projet de loi pourrait se pencher sur la question de savoir si nous qualifions l'aide médicale à mourir de prestation. Nous devons nous affronter dans le handicap des personnes des conditions médicales irrémédiables rend cette souffrance unique et digne de mort, alors que nous répondons à aucune autre souffrance de cette manière. Nous répondons aux autres qui souffrent de manière intolérable par des efforts actifs de prévention. C'est au diable votre vie compte, c'est ce qu'exige l'égalité. Les rapporteurs spéciaux des Nations unies nous ont dit que cette exceptionnalisation de la souffrance associée à la maladie ou au handicap est fondée sur une capacité profondément ancrée qui dévalorise la vie des personnes handicapées. Ils affirment que le Canada crée un système à deux vitesses dans lequel certains Canadiens bénéficient de la prévention du suicide tandis que d'autres reçoivent une aide médicale au suicide. Nous savons, grâce à la jurisprudence relative à l'article 15 de la Charte, que les lois qui réservent un traitement spécial aux personnes handicapées sur la base d'hypothèses capacitaires sur la valeur de la vie des personnes handicapées ou sur le caractère unique de leur souffrance seront jugées à l'article 15. Et pourquoi ce sont précisément ceux dont nous disons aider les personnes handicapées qui se battent si vigoureusement contre ce projet de loi? Ils nous disent en fait qu'ils crient pour être entendus, qu'ils ne veulent pas de cette soi-disant de cela. Ce qu'ils attendent de l'article 15, c'est une protection égale de la loi garantie par la clause de prévisibilité raisonnable de la mort naturelle, offre à tous les autres Canadiens qui souffrent. Ils veulent avoir la possibilité d'une vie digne. Aucun des litiges qui ont lieu jusqu'à présent n'a entendu des plaignants ayant subi des pressions sur l'aide médicale à mourir ou ayant senti leur vie dévalorisée par l'aide médicale à mourir. Ces cas se présenteront si nous adoptons le projet de loi. En fait, M. Truchon lui-même a dit qu'il ne voulait pas mourir et voulait vivre dans sa communauté plus près de ses proches. Cependant, notre réponse à M. Truchon n'a pas été de dire que nous l'aiderions à vivre dans sa communauté. Notre réponse a été de dire qu'il avait le droit
constitutionnel de mourir, le droit constitutionnel à la vie était tout simplement trop cher. De nombreux membres de cette Assemblée parlent avec tant de hauteur des droits de la personne, de la charte, de l'autonomie. Mais un vote en faveur de ce projet de loi envoie un message aux personnes handicapées que vivre avec un handicap est un sort pire que la mort. Qu'est-ce que ça signifie pour les droits de la personne? Est-ce une véritable autonomie lorsque vous avez l'impression de ne pas avoir d'autre option que la mort parce que le système vous a discriminé toute votre vie? Quel droit de la Charte est engagé lorsqu'une personne non handicapée qui est suicidaire reçoit une intervention confirme sa vie, mais qu'une personne handicapée se voit proposer un suicide assisté comme un choix rationnel parce que vous avez raison, votre souffrance doit être intolérable? Il n'y a aucun espoir pour vous? Quel est le message qu'on envoie aux personnes souffrant d'une maladie mentale? Dans de nombreuses situations, la confiance dans la relation patient-psychiatre peut être la seule chose qui maintient une personne en vie. Comme l'a dit la psychiatre Sephora Tang en comité, mes patients ont besoin de voir que je reste ferme en leur donnant de l'espoir, que je ne vais pas les abandonner, même si dans un moment de désespoir, ils veulent mettre fin à leur vie. Ils doivent venir me voir avec la garantie que je ne serai pas de connivence avec leur pulsion suicidaire et leur désespoir, car mon travail de psychiatre est de leur donner de l'espoir quand ils ont perdu tout espoir. Pour un psychiatre, proposer un suicide assisté à un patient souffrant d'une maladie mentale est une trahison de cette confiance. Offrir à un patient suicidaire la garantie d'une mort létale est un abandon de l'obligation professionnelle de l'éthique du médecin de d'abord ne pas nuire. Alors pourquoi cette Chambre vote-t-elle pour mettre des professionnels de la santé dans cette position? Certains ont qualifié d'inconstitutionnelle l'exclusion de la maladie mentale dans le projet de loi C7, affirmant qu'elle viole les droits à l'égalité de l'article 15. Visant la maladie mentale, je ne suis pas d'accord. La maladie mentale doit être traitée différemment des maladies physiques lorsqu'il s'agit d'accéder au programme d'aide médicale à mourir en raison de sa nature inhérente. La maladie mentale ne répond pas clairement à l'un des critères essentiels établis pour bénéficier de l'aide médicale à mourir, celui de l'irrémédiabilité. Cela ne suffit pas de s'aggraver, ça ne signifie pas qu'un état est vraiment mauvais ou intolérable. L'irrémédiabilité signifie qu'un état ne s'améliorera jamais, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est question de maladie mentale. Prétendre le contraire est discriminatoire. Cette question est une question de privilège par rapport aux besoins entre ceux qui ont des choix dans notre société et ceux qui n'en ont pas. Nous avons entendu des témoignages de personnes handicapées, des Autochtones, de Canadiens noirs et racialisés, de personnes vivant dans la pauvreté et souffrant de maladies mentales. Ce sont des Canadiens vulnérables qui en paieront le prix. Je ne peux même pas vous dire combien de fois j'ai entendu des sénateurs qui appuient le gouvernement dans cette Chambre. Ne laissez pas le parfait être l'ennemi du bien. Une sorte de tenez-vous bien et passez quand même. Ce projet de loi est devenu encore pire. Quelle est la position du grand gouvernement progressiste de Trudeau à ce sujet? Ce premier ministre aux yeux embués avec son engagement en faveur de la politique fondée sur les preuves est ce qu'on appelle le vrai changement. Cette expansion n'est pas basée sur des preuves, elle est fondée sur l'idéologie. Et c'est un changement, mais pas pour le mieux. Il est étonnant de voir le chef du gouvernement dans cette enceinte, traînant les pieds et fixant le sol, tout en s'abstenant lors du vote pour supprimer l'exclusion des maladies mentales sur ce projet de loi. Il y a quelques semaines à peine, Sénateur Gold, vous avez présenté un argument constitutionnel passionné bien fondé pour maintenir cette exclusion. Mais maintenant, vous, votre groupe parlementaire au sein du gouvernement et même le parrain de ce projet de loi gouvernemental n'a plus rien à dire. Comme la sénatrice Petitclerc l'a dit lorsque je lui ai donné la chance de défendre l'exclusion, elle dit « J'ai dit ce que j'avais à dire. Honorable sénateur, je ne l'ai pas fait. Je tiens à dire à mes honorables collègues de la Chambre des communes et à vous, honorable sénateur, il y a seulement 3 semaines, c'était la journée belle et beaucoup d'entre vous ont manifesté le soutien à la santé mentale sur les médias sociaux. C'est là que le bas blesse. Soit vous êtes du côté des personnes atteintes de maladies mentales ou vous ne l'êtes pas. Nous ne faisons pas une faveur aux personnes atteintes de maladies mentales en leur permettant d'accéder au suicide assisté. Ce n'est pas de les traiter avec égalité, c'est de les priver d'espoir et de les condamner à mort alors que ça ne devrait pas l'être. 4000 Canadiens se suicident déjà chaque année et plus de 90% des personnes qui se suicident souffrent d'une maladie mentale. En 2019, le nombre de Canadiens qui sont morts par l'aide médicale à mourir était déjà de plus de 55 600. C'était avant que le suicide assisté soit étendu aux personnes qui ne sont pas proches de la mort. Si le projet de loi C7 est adopté, tel que cette Chambre l'a demandé, il n'inclura pas seulement les personnes qui sont proches de la mort, mais les personnes souffrant de maladies mentales et permettra des directives anticipées pour ceux qui n'ont peut-être même pas encore de diagnostic.
En raison de ce projet de loi, combien de Canadiens supplémentaires vont mourir chaque année? Nous ne devrons pas étendre le suicide assisté pour la même raison que nous n'avons pas la peine de mort au pays. Et pourquoi nous ne l'avons pas appliqué depuis que je suis en vie? Parce que l'État ne devrait pas avoir le droit de mettre ses citoyens à mort lorsqu'il y a un risque parfois, même une fois, que l'État se trompe. La mort est parfois appelée le grand inconnu. Cette nouvelle frontière du suicide assisté est aussi une grande inconnue. Le gouvernement actuel pousse le Canada à foncer dans cet abîme sans savoir où ça nous mènera. Seule une poignée de pays ont légalisé l'aide médicale à mourir, encore moins dans le cas où la mort n'est pas imminente ou en raison de souffrances psychologiques. Nous ne savons pas si une personne atteinte de maladie mentale demande un suicide assisté comme un symptôme de sa maladie. Nous ne savons pas si la personne si la souffrance d'une personne qui n'est pas proche de la mort pourrait être atténuée en lui offrant d'autres aides et options sociales. Nous ne saurons pas combien de personnes peuvent être mises à mort lorsque la mort n'est pas raisonnablement prévisible. Même une seule personne est de trop, honorable sénateur. Je peux vous assurer qu'un être cher perdu est le monde entier pour quelqu'un. Honorable sénateur, nous devons prendre du recul et réfléchir de manière critique à l'extension du suicide assisté dans ce projet de loi. Il n'y a pas de données, pas de preuves. Peu de consultations, nous avons très peu de statistiques et pas beaucoup de systèmes de suivi. Il n'y a pas eu d'examen parlementaire. Ce projet de loi met de côté les garanties existantes. Et la semaine dernière, vous avez non seulement accepté d'ouvrir ce projet de loi aux personnes qui sont loin de mourir et aux personnes handicapées, mais vous l'avez maintenant étendu aux personnes atteintes de troubles neurocognitifs, personnes qui souffrent de maladies mentales et qui n'ont même pas reçu de diagnostic, potentiellement des années avant que le programme d'aide médicale à mourir n'ait été une possibilité. Je crains que nous soyons au bord du précipice au point de non-retour. L'examen parlementaire était censé étudier l'extension du suicide assisté aux personnes souffrant de maladies mentales, aux directives anticipées aux enfants. Il est honteux qu'au cours des derniers jours, en absence de preuves, de données et apparemment en absence totale d'un second examen objectif, cette Chambre ait décidé d'aller de l'avant pour les personnes souffrant de maladies mentales et les directives anticipées. Grâce à vous, les enfants sont maintenant la seule frontière qui reste. Mais pour combien de temps? Combien de temps avant que vous ne justifiez cela sous le couvert de l'égalité? Il ne s'agit pas d'aider des personnes qui sont déjà en train de mourir pour mourir pacifiquement. Cette question a été réglée il y a 5 ans. Il s'agit de l'État qui met fin prématurément à la vie des gens, dans certains cas de plusieurs années. C'est l'antithèse même de ce que l'arrêt de la Cour dans l'affaire Carter visait à régler, et cela nous conduit tout droit dans un bourbier moral et éthique. Je sais que la plupart d'entre vous votent pour ce projet de loi et ses amendements par compassion. Mais je vous supplie, comprenez bien que l'extension du suicide assisté par le biais du projet de loi C7 signifiera que les personnes pourraient mourir inutilement. En vertu de cette loi capacitive et discriminatoire, il pourrait être plus facile d'accéder à l'aide à la mort que d'avoir accès à un traitement pour soulager leur souffrance et vivre. Je regarde autour de cette chambre et sur vos écrans chez vous et je vois que, chers sénateurs, qui ont défendu le bien dans cet endroit. Vous avez offert vos mots de soutien et travaillé au nom des personnes handicapées, des autistes, des personnes souffrant de maladies mentales, de démence, pour les peuples autochtones et les Canadiens noirs racisés, pour ceux qui vivent dans la pauvreté et ceux qui sont emprisonnés. Tous ces Canadiens risquent de perdre potentiellement leur vie inutilement si le projet de loi est adopté. Ces Canadiens ont besoin de votre parole d'appui, ils ont besoin de votre action, ils en ont besoin maintenant. Il n'est pas trop tard. Vous avez encore la possibilité de faire ce qu'il faut en votant contre ce projet de loi. Littéralement, le sort d'innombrables Canadiens repose entre vos mains. Faites un choix judicieux. Merci.